Depuis 2015, ils ont œuvré à doter la police et la justice d'outils adéquats pour lutter contre le terrorisme islamiste. Ce qu'il faut retenir de cette période, c'est que on a su s'adapter en fait aux menaces très vite, de manière très forte, très puissante. L'évolution qu'a connue la préfecture de police de Paris ces 10 dernières années, nous la devons à l'action des préfets successifs, Michel Cadot d'abord, Michel Delpuech, Didier Lallemand et Laurent Nunez. La PP, la préfecture de police de Paris, qui pouvait il y a 10 ans encore être mal identifiée, dont les compétences étaient inégalement reconnues, est aujourd'hui devenue une pièce centrale de notre dispositif sécuritaire national. C'est une évolution que j'ai suivie depuis presque 2015, et en tout cas depuis 2017, et l'arrivée, donc l'élection du président de la République, qui révolutionne complètement l'organisation des services de renseignement et de lutte antiterroriste, puisque il veut, son ambition, c'est de sortir de l'état d'urgence. Donc il y a un canevas juridique qui est mis en place, ça c'est important, avec d'ailleurs un certain nombre de mesures aussi en renseignement. Donc, bon. Et puis surtout, il y a une augmentation des effectifs significative qui est décidée budgétairement, des services de renseignement, des services de police judiciaire et des services de l'antiterrorisme, dont évidemment la préfecture de police va bénéficier. Et puis enfin, il y a ces partenariats qui s'organisent et qui font de la DGSI à l'époque, et donc c'est l'époque moi où je suis DGSI, où la DGSI devient chef de file de la lutte antiterroriste. C'est-à-dire qu'il y a un service qui guide les autres et qui s'occupe de toutes les menaces. Donc voilà, on a resserré les mailles du filet, et depuis on a eu de cesse de faire ce travail de reconstruction de notre appareil en matière de lutte contre le terrorisme. Donc ce qu'il faut retenir de cette période, c'est que on a su s'adapter en fait aux menaces très vite, de manière très forte, très puissante. Il faut savoir qu'il y a les services de renseignement français aujourd'hui sont vus comme un modèle en Europe et dans le monde entier. C'est-à-dire qu'on a un partenaire fiable dans la coopération en matière de lutte antiterroriste, et on travaille avec des partenaires étrangers en grande confiance. Et donc on est un pays puissant, on est un pays fort. Et voilà, la conclusion que je tire de tout cela, c'est qu'on l'était et on l'est devenu encore plus. Et voilà, ça il faut le mettre au crédit du président de la République, qui en 2017 a souhaité qu'on se renforce. Et voilà, tout ça démontre que le régalien, la force du régalien, c'est pas l'apanage d'un camp. Je crois que voilà, on est un grand pays, on a un potentiel extrêmement fort. Il faut faire confiance à nos forces de sécurité, à nos forces de renseignement. On leur a donné les moyens et l'impulsion pour être au niveau où elles sont. Et ce niveau, il est excellent. La menace zéro, elle n'existe pas. Ce qu'on a vécu sur cette période, on peut malheureusement le revivre, mais on a fait en sorte que cela soit moins probable. Voilà, on a fait en sorte que cela soit moins probable. Alors en fait, ce qui a changé pour la BSPP après novembre 2015, ce sont des objets de la périphérie de l'intervention. Alors je vais en citer quelques-uns. Le premier, c'est d'abord être toujours prêt et donc continuer à s'entraîner et en coordination avec les directions de la police, de la préfecture de police. Le deuxième enseignement qui me paraît extrêmement important également, c'est la capacité à intervenir sur ce qu'on appelle la golden hour, c'est-à-dire cette heure pendant laquelle on a encore la possibilité de poser des gestes qui vont permettre d'arrêter une hémorragie ou de commencer un massage cardiaque en étant efficace. Et cette golden hour, elle a nécessité qu'on puisse s'approcher avec les forces de sécurité qui interviennent en premier rideau
au plus près. Et donc, on a créé ce qui s'appelle aujourd'hui des groupes d'extraction spécialisés qui permettent d'aller chercher les victimes le plus rapidement possible, parfois même dans un environnement qui n'est pas encore totalement sécurisé, mais coordonné évidemment avec la police. Un troisième élément qui me paraît également important et qui a concerné la totalité des pompiers qui ont été engagés, c'est la prise en compte de ce qu'on appelle les blessures invisibles. Eh bien, c'est cette capacité à le prendre en compte d'emblée avec ce qu'on appelle des defusing, c'est-à-dire des entretiens qui se font avec les psychologues. Et donc, la totalité de nos intervenants a été traitée à ce moment-là et a été revue pour un certain nombre d'entre eux par la suite. Alors, nous avons créé exactement 3 groupes d'extraction spécialisés qui sont sur Paris et sur la Petite Couronne et qui, bien évidemment, s'entraînent aujourd'hui avec les forces d'intervention qui vont être non pas les primo-intervenants, mais ceux qui vont intervenir pour neutraliser les terroristes lorsqu'il y a une notion de terroriste ou d'attentat. Et c'est ce qu'on appelle chez nous la DG Événements Graves, c'est la Directive Générale Événements Graves, qui permet effectivement d'organiser à la fois les secours et l'intervention de la police de façon très coordonnée pour, en même temps que la neutralisation s'opère, réussir à extraire d'emblée les premières victimes. Il faut être conscient du fait que pendant que les attentats existaient, on a traité 1300 interventions ce jour-là et on les a traitées également avec d'autres forces de police. Donc cette nécessité de coordination, elle est apparue peut-être de façon encore plus importante au moment des attentats. Et effectivement, on a aujourd'hui une plateforme d'appel unique, ce qu'on appelle la PFAU, qui fait que les appels 17, 18 et 112 sont reçus au même endroit, ici à l'état-major. À la suite des attentats de 2015, la direction de la police judiciaire s'est profondément réorganisée pour tenir compte de ce qui s'est passé. Il y a d'abord tout ce qui relève de la brigade criminelle et de la section antiterroriste, et donc du plan multi-attentat. Ensuite, il y a tout ce qui relève de la police technique et scientifique et de notre capacité à gérer des scènes de crime, des scènes d'attentats. Et ensuite, le troisième gros volet, c'est la BRI. Voilà. Donc il faut savoir que la brigade criminelle compte en son sein la section antiterroriste qui, après les attentats de 2015, a doublé ses effectifs. On est passé de 3 groupes d'enquête à 6 groupes d'enquête. Et en plus, on a créé un groupe de documentation spécialisée sur le terrorisme. Ensuite, autre évolution très importante, on a créé 6 groupes de lutte antiterroriste, des GLAT, qui sont répartis dans les 3 districts de police judiciaire et les 3 services départementaux de police judiciaire, DPJ, SDPJ. Ensuite, on a le plan attentat, ce qu'on appelle le PMA, le plan multi-attentat de la police judiciaire. Il a été également complètement revu après 2015. Le but, c'est faire travailler tous les services de la police judiciaire en cas d'attaque terroriste. Eh bien, nous sommes organisés pour que chaque service sache à l'avance dans quel atelier il va aller. Le plan multi-attentat, c'est plusieurs ateliers prédéfinis, faire les constatations, entendre les témoins, faire les vérifications. Il y a plein d'ateliers, donc tout ça est défini dans le plan multi-attentat et chacun sait ce qu'il fait à l'avance. Nous avons également les MAP. Les MAP, c'est l'état-major permanent antiterroriste qui est hébergé par la DGSI. Et donc nous avons un représentant de la police judiciaire qui représente toute la direction qui est en poste permanent là-bas au siège de la DGSI à Levallois-Perret. Alors la seconde grande évolution de la direction de la police judiciaire, c'est tout ce qui va tourner autour de la police technique et scientifique et des constatations. Toute l'année, à longueur d'année, depuis 2015, et ça continuera, on fait des exercices très fréquents pour les enquêteurs. Et on a par exemple fait un exercice fin 2023 au Palais de Chaillot, qui était le premier, qui était un exercice entre guillemets complet. C'est-à-dire que souvent des exercices, ils sont basés soit que sur les constatations, soit que sur l'intervention, soit que sur la remontée d'informations. Là, on a tout fait, c'est-à-dire qu'on a joué le scénario complet, on a fait intervenir la BRI, ensuite on a fait tout le travail de constatation, vraiment déroulé, et on avait activé toute notre remontée d'informations avec nos états-majors, le PC de crise à l'état-major, le PC de crise à la brigade criminelle, voilà, chacun jouait son rôle. C'était un exercice très long, mais extrêmement instructif, qui nous a d'ailleurs permis, sur certains détails, de revoir un peu le plan multi-attentat. On a également beaucoup progressé sur le protocole, ce qu'on appelle IVC, c'est-à-dire identification de victimes de catastrophes, et donc on a mis en place
un protocole qui est un protocole national, mais qu'on a décliné ici dans notre direction, d'IVC, avec des procédures très strictes de post-mortem, enfin d'antémortem, de post-mortem, avec un ordre de faire les choses très spécifiques. Et donc ça aussi, c'est tout un travail qui a été fait par la police technique et scientifique. Ensuite, la troisième grande évolution pour la police judiciaire, c'est ce qui concerne l'organisation, les méthodes et l'équipement de la BRI. Surtout, ce qui est important à retenir, c'est que les effectifs de la BRI, depuis 2015, ont été multipliés par 2. Je ne peux pas rentrer trop dans le détail parce que c'est une organisation qu'on doit garder un peu confidentielle, mais ce que je peux vous dire, c'est que chaque groupe aujourd'hui est suffisamment nombreux pour que par moitié, à longueur de temps, la moitié travaille sur nos dossiers judiciaires, filature, intervention, surveillance, etc. Et l'autre moitié s'entraîne de façon très poussée, exactement comme le font le RAID et le GIGN. Il fallait qu'on ait des opérateurs extrêmement entraînés. Mais la BRI reste une unité de police judiciaire, ce qui n'est pas le cas du RAID ou du GIGN. Et donc, les mêmes opérateurs, les mêmes policiers de la BRI, ils sont capables de faire de l'intervention niveau 3 en noir, équipés pour intervenir, pour donner l'assaut comme ils l'ont fait sur le Bataclan, et à la fois pour être en civil et pour faire des actions de police judiciaire, des filatures, des surveillances sur des objectifs de très haut niveau. Depuis 2015, on a eu des budgets pour s'équiper en véhicules blindés qui permettent à la BRI de s'approcher au plus près de l'intervention de haute intensité. On a eu également de l'armement spécifique avec des fusils d'assaut qui ne sont pas les HK G36 en dotation dans l'ensemble de la police, mais qui sont des fusils d'assaut encore plus perfectionnés. Et puis également, auparavant, on avait de quoi équiper une colonne d'assaut. C'est-à-dire qu'en termes de boucliers lourds, en termes d'armement, de casques lourds, etc., on avait de quoi équiper une colonne d'assaut. Désormais, on a de quoi équiper chaque policier de la BRI. Alors, il y a un autre point qui est hyper important sur le plan opérationnel pour la BRI, c'est la montée en puissance de la force d'intervention rapide. L'idée, c'est qu'en matière d'attaque terroriste, en matière de prise d'otages, chaque minute compte. Donc, on s'est organisé pour que la FIR soit désormais constituée de 2 groupes. Il y a ce qu'on appelle l'alerte 1, qui est un groupe d'une quinzaine de policiers de la BRI, qui, alors, quand ils sont en semaine, en journée, au travail, partent du 36 quai les Orfèvres, mais à toute heure de la nuit, le week-end, etc., partent chez eux avec des gros sacs, avec tout leur matériel individuel, et partent directement de chez eux pour aller sur la scène où il faut intervenir. Voilà. Donc ça, c'est le premier groupe. Et ensuite, on a un deuxième groupe, qui constitue la FIR également, qui est ce qu'on appelle l'alerte 2, qui est constitué de spécialistes, mais de spécialistes qui doivent repasser par le 36 quai les Orfèvres pour récupérer du matériel spécifique. Dans ces spécialistes, on a ceux qui s'occupent des explosifs, on a ceux qui s'occupent de ce qu'on appelle les varapeurs, qui vont monter ou descendre avec les cordes. On a ceux qui s'occupent des moyens d'effraction des portes. On a ceux qui vont gérer le PC mobile. On a un PC mobile qui nous permet d'avoir une gestion d'une scène avec des remontées d'infos très spécifiques. Voilà. Et donc tout ça, ça nécessite de passer au service. De meilleures pratiques, une meilleure organisation, des meilleurs réflexes. Et surtout, la clé du dispositif, je vous dis, c'est que de façon anticipée, chacun sait ce qu'il a à faire. Si il écoute la radio, il regarde BFM, il n'est pas au service, il est en congé, il est loin de Paris, il prend un train, il revient, voilà. Il sait tout de suite dans quel atelier il va aller et quel va être son rôle. La direction de l'ordre public et de la circulation a connu, au même titre que les autres directions de la préfecture de police, les attentats du Bataclan et avant même les attentats de Charlie au début de l'année 2015, et forcément elle s'adapte. Au même titre que les autres directions, elle s'est rendue compte qu'il fallait qu'elle sache travailler avec ces autres directions, et ça tombe bien parce qu'on le fait au quotidien. On l'a beaucoup fait pour les Jeux Olympiques, mais on le fait aussi sur tous les gros services. On s'est rendu compte qu'il fallait qu'on soit mieux armé, mieux formé, mieux commandé,
On a une salle d'information et de commandement qui est sans cesse plus performante, avec des moyens technologiques toujours plus à la pointe, en termes de vidéo, en termes de drones, et là aussi, avec un travail avec les autres directions. Je parlais des autres directions de la préfecture de police, mais aussi avec les armées, par exemple. Et puis, nous avons suivi les progrès de la doctrine. Là, on se rend compte que la menace a évolué avec les tueries de masse, donc avec la nécessité d'intervenir avec le premier équipage ou avec les équipages de niveau 2. Et la DOPC, on a de nombreux qui sont formés à intervenir avant même les forces d'intervention, qui sont formés à intervenir en tenue NRVC s'il le faut. Au quotidien, c'est la volonté d'engager des effectifs qui puissent faire de l'antiterrorisme au cas où la menace deviendrait réelle. On a pris conscience qu'il fallait qu'on ait, par exemple, des points hauts en dehors même des déplacements du président de la République. Il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, les points hauts, c'était lorsque le PR se déplaçait. Maintenant, dès lors qu'on a un rassemblement important de personnes, dès lors qu'on a des événements avec une symbolique particulière, on met des tireurs points hauts. De la même manière pour les antibéliers, sur chaque manifestation de voie publique, on met de l'antibélier, c'est devenu un réflexe, autant que faire se peut, sur les grands axes, là où on aura le plus de public, là où sur les événements pour lesquels on pense, évidemment, on est en lien permanent avec le cabinet du préfet de police et la direction du renseignement, et sur les événements à symbolique particulière, on met de l'antibélier. La DSPAP, ça a toujours été la police du quotidien. Ceux qui sont primo-intervenants, qui interviennent, qui parlent à tout le monde et qui ont un spectre d'infraction extrêmement large en termes d'intervention. Ce que les attentats ont apporté en termes de modification des actions de police, c'est des process encore plus verrouillés sur l'intervention, le schéma national d'intervention, le premier niveau, le deuxième niveau, avec notamment les BAC, les CSI, le troisième niveau, la coopération avec notamment la BRIPP ou avec le RAID. Donc ça a été très processé, notamment dans les interventions, dans la remontée de l'information sur le terrain à la salle de commandement et qui intervient. On a figé la situation, qui va intervenir dans le cadre de ce schéma national d'intervention, la formation des policiers évidemment à ces nouveaux process, et puis l'équipement des policiers, et c'est là où on a vu des armes longues arriver, des moyens de sécurisation passive des fonctionnaires de police, les gilets pare-balles, les HK qui ont été en dotation et pour lesquels il a fallu former les effectifs. La DSPAP, c'est et ça sera toujours cette police du quotidien et même de la restauration de la sécurité du quotidien. Vous savez qu'on a des plans de restauration de la sécurité du quotidien en tout point du territoire. On est là pour apporter une réponse aux attentes des citoyens en termes de sécurisation, pour être visible dans les rues, pour intervenir dès qu'il y a un problème ou une infraction, pour rassurer. Et la DSPAP, sa devise, c'est assister, servir, protéger. Et qu'on soit dans le quotidien comme dans l'exceptionnel, en fait, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait vraiment. Le policier, il va intervenir pour assister, pour servir et pour protéger. Et nous, notre rôle, celui de Monsieur Lavaux, qui est directeur de la DSPAP, et moi, son adjointe, c'est aussi de valoriser l'action de nos policiers au quotidien, de faire savoir ce qu'ils font et d'incarner cette police du quotidien qui va rassurer les gens et de dire aux citoyens, oui, l'institution est en mesure de vous protéger. En matière de communication, 2 héritages me semblent majeurs. En premier lieu, il faut repartir des conclusions du rapport de la commission d'enquête relative aux moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme. En janvier 2015, la couverture médiatique en direct par des chaînes d'information en continu, notamment des séquences de l'imprimerie de Damartin en Gouel ou de l'assaut de l'Hypercacher à Paris, ont posé la question légitime à l'époque de la place et du rôle des médias sur de telles séquences de crise terroriste. Il fallait trouver un point d'entente, un point d'équilibre entre la liberté et la nécessité d'informer, d'un côté, et de l'autre côté, la préservation et la protection de l'ordre
l'ordre public et des opérations de police en cours. En novembre 2015 et ensuite, on n'a pas rencontré les mêmes difficultés dans la gestion des médias et lors de la couverture médiatique. Ça, c'est un héritage assez solide, puisqu'aujourd'hui, on sait que, notamment grâce au code de bonne conduite qui s'impose aux médias, on ne retrouvera pas les mêmes difficultés qu'en janvier 2015, alors même que certains médias avaient pu diffuser des informations sensibles ou avaient pu diffuser en direct des opérations de police qui, du coup, mettaient en difficulté ces opérations-là. Donc ça, c'est un héritage qui est, à mon sens, très important. Et puis effectivement, des règles spécifiques s'imposent à la fois aux médias, mais aussi aux plateformes digitales. Et il faut se poser la question du rôle et de l'importance des réseaux sociaux. Et ils sont aujourd'hui plus que majeurs. Déjà en 2015, c'était une question, et on sait que de façon horizontale, par exemple, les Français se sont organisés, se sont entraînés lors des crises terroristes. Et puis il y avait aussi l'information verticale, diffusée par les pouvoirs publics, d'informations importantes, de périmètres de sécurité, d'événements graves qui étaient en train de se passer. Et on se souvient de l'idée de partager un tweet peut sauver des vies. Donc effectivement, la question du réseau social, elle est incontournable aujourd'hui, et on ne peut pas faire sans. Il faut les prendre en compte. Se poser la question de leurs limites, de leurs avantages, c'est méconnaître aujourd'hui leur importance, et on ne peut pas considérer qu'ils sont une option. C'est dans ce sens aujourd'hui qu'on s'appuie sur des outils qui nous permettent, en cas de crise, de nous rendre efficaces pour communiquer à la fois avec la population, mais aussi récupérer de l'information. On a aussi un dispositif national qui est le dispositif FR Alert, qui permet de diffuser un message d'alerte à la population dans une zone donnée, à tous les téléphones qui bornent dans cette zone. Et puis, on a effectivement la multiplication de nos réseaux sociaux. Il ne faut pas les penser en vase clos, c'est-à-dire que quand on diffuse un message, on sait qu'il va potentiellement être repris à la fois par les comptes amis de l'écosystème sécurité intérieure, mais aussi par les médias et aussi par des comptes curateurs de contenu, ce qui permet vraiment d'amplifier la résonance de nos messages et in fine de toucher une population qui ne serait pas abonnée à nos comptes de façon directe. Et le deuxième héritage, c'est presque un devoir qui nous incombe en tant que service de communication, et a fortiori de la préfecture de police. C'est faire vivre le souvenir de cette période, de cette année 2015, qui sont effectivement à la fois les enseignements tirés de cette période, et puis l'hommage rendu à la fois aux victimes et aux intervenants, avec 4 objectifs. Celui donc de raviver la mémoire collective, pour ne pas qu'elle s'abîme, et dans un esprit de transmission quasi patrimoniale. Dans un objectif également de valorisation de l'engagement des forces de l'ordre, des intervenants, pour expliquer aussi quels sont les enseignements tirés, l'évolution des méthodes et quelle influence ces événements ont eu sur la suite, et notamment pour nos pratiques professionnelles. Pour l'objectif aussi d'encourager l'unité nationale, en rappelant quelle était cette unité post-attentat, et puis pour raviver le souvenir des victimes, et dire que nous n'oublierons jamais, même 10 ans après, à cette année 2015, qui restera pour les policiers, les forces de sécurité intérieure, de secours et les Français comme une année à part.